Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous l'avez sans doute appris, Warren Buffett a pris 11% du capital de HP, le spécialiste de PC. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de déterminer est-ce que nous, avec les éléments qu'on utilise généralement sur cette chaîne-ci, à savoir les éléments quantitatifs, est-ce qu'on aurait pu déterminer que HP représente une opportunité d'investissement? Parce que je pense que quand Warren Buffett achète une entreprise, il achète uniquement parce qu'il pense qu'elle est sous-évaluée. Donc, ce qui veut dire qu'il achète uniquement ce qu'il comprend. Deuxièmement, les entreprises qui sont solides financièrement, qui ont des avantages compétitifs et surtout qui sont sous-évaluées. Et à la fin de cette vidéo-ci, on va déterminer également est-ce qu'au prix actuel, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, on rappelle qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à 37,47 $, donc c'est Hewlett Packard, ticker symbole HPQ. Donc, la première chose qu'on regarde généralement, c'est la croissance ou la stabilité des revenus. Ici, il faut remarquer une chose. On remarque qu'il y a une baisse des revenus ici sur ces deux périodes-ci. Donc, ce qui veut dire que soit l'entreprise perd des revenus, est en déclin, ou elle a vendu un segment de son activité. Et ici, après vérification, c'est la vente d'un segment de son activité qu'on appelle HPE. D'accord, donc c'est la branche qui vendait des serveurs et des logiciels pour les entreprises. Et actuellement, avant HP, c'était HPE et HPQ. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de HPQ. Mais si vous allez sur Internet, vous tapez HPE, vous allez tomber sur Hewlett Packard Enterprise. Donc ici, on parle de HPQ. Donc, je sais pourquoi est-ce qu'on a eu cette variation-là, c'est correct pour moi. Donc, ce qui veut dire que c'est à partir de cette période-ci qui va m'intéresser. Donc, maintenant, ici, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des revenus? On va se dire ici qu'on est à peu près une stabilité des revenus avec une croissance à peu près aux alentours de 2021. Donc, 63 milliards, c'est le revenu actuel. Ce qui veut dire que quand on regarde en termes de croissance en date d'aujourd'hui, on a une croissance sur les 5 dernières années de 5% et sur les 3 dernières années de 2,78%. Je ne prendrai pas les 10 dernières années parce que ça prend encore en considération la baisse des revenus ici comme si c'était une perte liée à l'activité de l'entreprise. Non, on a séparé l'entreprise, donc on aurait dû également ajuster ici. Donc, il faut toujours faire attention quand vous regardez les rapports, les états financiers, posez-vous les bonnes questions. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde ici la marge de but. Est-ce qu'on a une marge de but qui est stable ou croissante? Donc ici, on a une marge de but qui est à peu près stable. D'accord? Donc en date d'aujourd'hui, on a 21 milliards. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Donc, on regarde également que cette période-ci peut s'expliquer par rapport à la variation, à la séparation des deux entités. Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? On a une marge EBITDA qui est stable. Ici, on a à peu près un 10% d'EBITDA en date d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que les EBITDA sont plus élevés. Donc, l'entreprise est plus rentable, entre parenthèses. Donc, ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'état de la dette, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? 0,65, ça ne m'étonne pas. On achète uniquement des entreprises qui n'ont pas de dette et qui sont stables financièrement. Donc, maintenant, une fois qu'on a vérifié cela, on va regarder pour notre évaluation, qu'est-ce qu'on va utiliser. Free cash flow ici, je vais regarder la moyenne des free cash flow. La moyenne des free cash flow en prenant base 2015 ici, on a des free cash flow d'à peu près de 6,65 en moyenne, d'accord. En date d'aujourd'hui, on a des free cash flow de 9,18. Donc, je prendrai pour mon analyse 6,5, d'accord. Pourquoi? Parce que je pense que, voilà, la période actuelle est exceptionnelle. Avec le travail à domicile, la demande pour les ordinateurs personnels a augmenté. Mais également, les entreprises qui vendent ce genre de produits-là se font énormément d'argent parce qu'ils ont également augmenté le prix. Mais est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Donc ici, je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Si c'est durable, tant mieux. D'accord, dépendamment de notre analyse. Si ce n'est pas durable, au moins on se serait déjà protégé par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc ici, c'est 6,5%, d'accord, en termes de free cash flow. Alors, quel est le multiple que je vais utiliser? Ici, la moyenne des multiples est de 9,27. D'accord? Donc, la moyenne des PER, donc on va se dire 10. Donc, c'est une entreprise à peu près qui se négocie à des PER comme c'était une compagnie cyclique, comme c'était une compagnie bancaire, comme c'était une compagnie automobile. Donc, ça veut dire que soit c'est une compagnie qui est mature, ou bien que c'est une compagnie qui exerce dans un secteur qui est en déclin, ou c'est une compagnie qui exerce dans un secteur extrêmement cyclique. Ici, oui, la compagnie est mature, mais le secteur n'est pas en déclin. Et je pense que c'est ce que les opérateurs de marché en général pensent. Donc, pour mon analyse, je vais prendre comme base minimum 10 de PER. La moyenne, je vais prendre 13 et le maximum, je vais prendre 15. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends 15 comme maximum. Vous remarquez ici que la moyenne, c'est 13. Donc, on a déjà eu atteint les 13 ici aux alentours des 12. Mais par le passé, on a atteint les 16. Mais en moyenne, en date d'aujourd'hui, on est à 10. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de valorisation?
10 fois, quand je prends ici le revenu de 60 milliards, d'accord, je prends un revenu de 60 milliards comme revenu moyen sur la période, sur les 5 prochaines années, même si je pense que le revenu sera peut-être supérieur, les analystes pensent également la même chose, mais ici, on va se limiter à 60 milliards. En date d'aujourd'hui, on est à 63 milliards. Donc, 6,5% de 60 milliards, ça donne 3 milliards 900. 3 milliards 900 multiplié par le multiple du PER ici, donc 10 fois les bénéfices, moins le cash net ici aujourd'hui, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions. Donc, on a 1,53 million d'actions ici aujourd'hui. Faites attention, il faut bien vérifier cela dans les rapports financiers parce que c'est une entreprise qui rachète énormément ses actions et on va revenir dessus. Donc, ici, ça donne 32 $ l'action. Si on prend 13 fois les bénéfices avec le même calcul, ça va nous donner 43 $ l'action. Et maintenant, à 15 fois les bénéfices, ça va nous donner 50,90 $ l'action. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris 15 fois les bénéfices? Simple. Si j'achète l'entreprise ici en date d'aujourd'hui, d'accord, à 10 fois les bénéfices, d'accord, ça veut dire que mon rendement par rapport au free cash flow est de 10%. Imaginez qu'on me reverse 10%, on me reverse les bénéfices sur le 100% des bénéfices sur les 5 prochaines années. Ça veut dire que j'aurai non seulement, premièrement, mon 3 milliards 400, 34 milliards 120, d'accord, plus quand on prend 5 multiplié par 3900, 5 multiplié par 3 milliards 900 plutôt, ça donne ici 19 milliards 50. Donc, je vais encaisser 19 milliards 50 pendant toute la durée. Admettons que le prix de l'action ne change pas. J'encaisse uniquement les dividendes. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, j'aurai encaissé un total par rapport au nombre d'actions ici aujourd'hui, un total de dividendes d'ici de 18,51 $. Mon prix d'achat étant de 32 $. Donc, quand on fait les deux, ça donne 50 et 90. D'où un rendement de 10%. Parce que dites-vous également une chose, je vous ai toujours dit que le PER, en fait, c'est un rendement. Si vous prenez 100 divisé par 10, ça vous donne ici 10%. Si vous prenez 100 divisé par 13, ça vous donne 7,69%. Et si vous prenez 100 divisé par 15, ça vous donne 6,66%. Donc, quand vous achetez une entreprise à un PER de 10, ça veut dire que si on veut redistribuer la totalité des dividendes, la totalité des free cash flow en dividendes, vous avez un rendement de 10%. Et c'est ça qui est important. Le rendement des free cash flow. Et on va revenir dessus. Maintenant, vous remarquez ici que l'entreprise, vu qu'elle s'échange généralement à des PER très bas, de 10 en moyenne, d'accord? Donc, on se dira que, voilà, le marché ne paye pas énormément pour cette entreprise. Mais quand vos actions sont décotées en moyenne par le marché, vous avez deux choix. Soit vous distribuez un gros dividende, soit vous rachetez les actions. J'ai une préférence pour le rachat d'actions. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe ici que c'est une entreprise qui rachète ses actions massivement depuis 5 ans au moins, donc en quittant ici 1 milliard 110, d'accord, aux environs de 2017. En date d'aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard 53. Je sais que vous voyez ici 1 milliard 17, 1 milliard 170, c'est parce qu'ils ont acheté des actions sur les derniers mois également. Donc ça s'arrête au mois de décembre. Donc c'est tout à fait normal que le logiciel ne soit pas à jour. Donc en date d'aujourd'hui, on a 1 milliard 53. D'accord, en termes d'actions. Ça veut dire que sur les 5 dernières années, le nombre d'actions a été réduit à peu près de 38%. Quand vous prenez 1 milliard 53 divisé par 1 milliard 710, ça vous donne ici un total de 61,9. Donc, quand vous prenez 61,9 moins 100, ça vous donne ici un total de 38%. Donc, ici, on a réduit le nombre d'actions d'à peu près de 38% en 5 ans. Moins 38%. Admettons donc que cette entreprise, le prix ne change pas, les PER restent les mêmes et que là, on rachète encore 38%, d'accord, de cette entreprise sur les 5 prochaines années. Donc, on va faire 1 milliard 53 multiplié par 38%, multiplié par 0,38. Ça donne ici à peu près moins 400 millions. Donc, quand on fait moins 400 millions ici, plus 1 milliard 53, ça va ici dire qu'il va nous rester 652 millions d'actions. D'accord? Donc, vous pouvez également faire 100 moins 38, ça va vous donner ici à peu près 62%. Donc, quand on fait 62% de 1 milliard 53, on va arriver aux alentours de 652 millions. Donc, si on a 652 millions en année 2026, d'accord, tout en ayant le même revenu, les mêmes marges, les mêmes PER, ça veut dire que
Au lieu d'avoir divisé par 1,53 milliard ici, on va avoir 34 milliards 120 divisé par 652 millions. Donc, il va nous rester à peu près ici 52 $ l'action. Ah. Donc, vous voyez que on n'a même pas encore pris en considération le dividende parce qu'il rachète les actions, il repaye également le dividende. Soit à la fin de la journée, c'est pour ça que pour moi, je pense que cette entreprise-ci peut valoir au minimum. Je dis même au minimum quand on prend en considération le rachat d'actions plus le dividende versé, à peu près valoir 50,90 $ si vous gardez cette entreprise au moins pendant 5 ans. 50,90 $. Donc, il va représenter au total les dividendes que vous allez recevoir plus le rachat d'actions, donc avec un PER de 10 par rapport au prix actuel. D'accord? Je pense qu'on peut aller aux alentours de 50,90 $. Donc, on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux que le dividende intéresse, on va venir sur le dividende. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous dire comment est-ce que j'aborde généralement le dividende. Premièrement, on n'aborde pas le dividende par rapport à le nombre d'années pendant lesquelles le dividende est croissant. C'est une information qui n'est pas importante. Elle n'est pas pertinente. D'accord? Donc, les conditions pour investir dans une compagnie qui verse des dividendes sont simples. Ce n'est pas une question de croissance du dividende. C'est une question de stabilité des marges des free cash flow. Parce que c'est avec le free cash flow qu'on vous paye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on rachète les actions. C'est avec le free cash flow qu'on repaye la dette. Donc, le plus important sur une entreprise, c'est le free cash flow. D'accord? Ce qui veut dire que si en date d'aujourd'hui, vous achetez cette entreprise, si vous avez un rendement sur le dividende de 2,77%. Et rappelez-vous que ça fait au moins 32 ans qu'elle verse un dividende et ça fait au moins 11 ans que ce dividende-là est croissant, année après année. D'accord? En date d'aujourd'hui, ce rendement-là est de 2,77%. Donc, si vous achetez l'entreprise au prix actuel, qui est de 37,47 $, vous avez 2,77% en termes de rendement, d'accord, du dividende. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rendement aux actionnaires. Ce qui veut dire que le potentiel que les actionnaires pourraient avoir si l'entreprise reversait 100% de ses free cash flow en dividende. C'est ça qui nous intéresse. Et ici, ce chiffre-là est de 15,75% en date d'aujourd'hui. Attention, le free cash flow actuel est plus élevé que d'habitude. D'accord? Donc, il faut le prendre avec des pincettes. On est à peu près à plus de 6 milliards de free cash flow en date d'aujourd'hui, alors que la moyenne est de 3 milliards 900. Donc, si on le prend par rapport à la moyenne, 3 milliards 900, vous avez dit que le rendement en date d'aujourd'hui est de 10%. En termes de dividendes, en termes de rendement aux actionnaires qu'on appelle le free cash flow yield. Donc, en l'achetant ici aujourd'hui, je ne serais pas étonné que dans un avenir loin, déjà je ne serais pas étonné qu'elle continue à augmenter ses dividendes, d'accord? Et je ne serais pas étonné que dans un avenir lointain, ce dividende-là puisse être aux alentours de 5% ou plus que ça ne va que représenter 50% des free cash flow si on reste avec des revenus et des marges stables, d'accord? Donc, quand vous investissez dans ce genre de compagnie, recherchez généralement le free cash flow yield. D'accord? Le rendement du free cash flow, pas le rendement du dividende. Et le rendement du free cash flow, recherchez des entreprises qui ont des rendements des free cash flow d'au moins 10%. Au moins 10%. Donc ici, en se basant sur le free cash flow yield, on a une opportunité d'investissement. Donc, quand vous regardez ici, la ligne bleue représente le dividende, donc les rendements de dividende par rapport au prix de l'action. Donc, vous allez remarquer que disons, aux alentours de 2012, il y avait une opportunité d'investissement avec si vous avez acheté des actions en 2012, vous aurez eu un rendement par rapport au dividende versé en 2012 de 5%. Si vous l'avez acheté aux alentours de 2016, vous aurez eu un rendement par rapport au dividende versé de l'ordre d'à peu près plus de 6%. Et si vous l'avez acheté également en 2020, d'accord, vous aurez également eu aux alentours de 6-5%. Donc, comment est-ce que ça se traduit ici? Donc, on appelle cela le yield on cost. Donc, pour quelqu'un qui a acheté des actions en 2012, en prenant en considération la croissance du dividende en date d'aujourd'hui, d'accord, son rendement sur le prix est de 18,45%. Donc, quand moi je l'ai acheté, le rendement était de 5%, mais vu qu'il y a eu une croissance des dividendes sur les années suivantes, donc sur les 10 dernières années, ça revient à ce que mon rendement par rapport à mon prix d'achat est de 18,45%. Et le prix était de combien en 2012? 5,90 $. D'accord? Vous allez également remarquer la période de 2016 par là, on avait un prix de combien? Donc en 2016 ici, on avait un rendement sur le coût ici d'à peu près, voilà, ici 10,9%. Le prix était de combien? Aux alentours de 10 $ à l'action. En 2020, on avait eu une opportunité aux alentours des 15-16 $ à l'action. Et le rendement par rapport au prix à cette période-là était de 7,17%.
D'accord? Donc, le prix payé est très important quand vous investissez dans une compagnie qui verse des dividendes. N'achetez pas une entreprise qui verse des dividendes en DCA. C'est une bêtise. On achète une entreprise uniquement parce qu'elle est sous-évaluée. Uniquement. On ne l'achète pas comme si on achetait un ETF. Donc, si vous entendez quelqu'un vous dire que, ouais, achetez une compagnie qui verse des dividendes et faites du DCA, il comprend lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est en train de vous raconter. On ne fait pas de DCA sur une action. On étudie une entreprise. Quand on achète une action, on n'achète pas des actions d'ailleurs, on achète des entreprises. D'accord? Même si vous achetez une action, même si vous achetez une part de l'entreprise, vous êtes actionnaire, donc vous achetez une entreprise. Il faut l'étudier en profondeur, ce qui veut dire que le prix d'achat est important. Et Warren Buffett, en date d'aujourd'hui, quand il achète l'entreprise, voilà, actuellement le prix est de 37, c'est sûr qu'il les achète au moins depuis les 35-30 $. D'accord? Donc, il les a achetés parce que l'entreprise est sous-évaluée. Le dividende, le narratif, il n'y a que 2,77%. Et le narratif qui veut généralement que Warren Buffett achète des entreprises parce qu'elles versent des dividendes est très faux. Il achète des entreprises parce qu'elles ont des avantages compétitifs et parce qu'elles sont sous-évaluées. Et je peux même vous dire que ce n'est pas lui qui a acheté cette entreprise. Ce sont les deux personnes avec qui il travaille. Parce que lui, il n'aurait pas acheté une entreprise comme HPQ. Parce que voilà, c'est pas qu'il ne comprend pas HPQ, mais c'est pas son genre d'investissement. Parce que je ne considère pas que HPQ a des avantages compétitifs durables. Elle en a, mais voilà, c'est correct en termes d'avantages. Parce que quand moi j'achète un ordinateur, je ne l'achète pas par rapport à la marque. Je l'achète par rapport aux capacités. Les seuls ordinateurs que je peux acheter par rapport à la marque, c'est parce que je veux un HP. C'est parce que je veux un Apple. Parce que je n'ai pas le choix que d'acheter un Apple parce que je recherche le système d'exploitation, pas iOS, mais comment on appelle ça? Bref, je recherche le système d'exploitation de iOS uniquement. D'accord? Donc, je ne sais pas pour ceux qui sont plus technologie, est-ce que iOS est pour les téléphones ou bien c'est également pour les ordinateurs Apple. Mais quand j'achète par exemple un HP, j'achète pour un Windows. D'accord? Donc, qui mange même de l'argent dessus, c'est plus Windows qui gagne parce que le logiciel coûte plus. Le système d'exploitation, vous me payez des royalties dessus. Soit à la fin de la journée, oui, il y a des avantages compétitifs, mais voilà, c'est plus une entreprise plus efficiente à la fin de la journée. Il n'y a pas de croissance, etc. Donc, les tablettes, c'est des commodités à la fin. C'est des commodités. Donc, on se dirait ici qu'on a une opportunité d'investissement. Et si vous voulez aborder l'entreprise par rapport au versement du dividende, abordez-la généralement par rapport au rendement des free cash flow, donc par rapport au free cash flow yield. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de croissance des dividendes depuis X nombre d'années, blablabla. Non, 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 non. C'est stabilité des free cash flow, rendement des free cash flow par rapport au prix actuel. C'est tout. Maintenant, la certitude que je peux avoir, c'est si l'entreprise réussit au moins à garder ses marges actuelles stables, avec les revenus stables, le bénéfice, le dividende payé ici aujourd'hui, je ne serais pas étonné que ce dividende-là continue à croître. D'accord? Et à la fin de la journée, j'ai une préférence pour le rachat d'actions parce que c'est plus dynamique. D'accord? Donc, c'est encore également, c'est plus économique, c'est plus efficient fiscalement. Donc, le dividende, c'est bien, mais ne vous trompez pas d'objectif quand vous voulez investir dans une compagnie parce que vous recherchez le dividende. Regardez plutôt le narratif concernant le rendement des free cash flow. Et une entreprise de nature est destinée à verser un dividende tôt ou tard. Donc, tôt ou tard, elle arrêtera d'acheter ses actions et elle va redistribuer un dividende. Regardez ici. En 10 ans, elle a racheté la moitié de ses actions. En 10 ans. Imaginez qu'en date d'aujourd'hui, si on donne 10 ans plus tard, donc en 2026, avec les revenus stables, si elle rachète la moitié de ses actions également, ça veut dire qu'on aura des actions de 500 millions. Et si on a le même revenu ici, donc on a les mêmes marges des free cash flow, donc ça va nous revenir ici à peu près à 7,80 $ par action. 7,80 $ multiplié par 10 fois les bénéfices, ça fait 78 $ l'action. 78 $ l'action. Aujourd'hui, on vous le vend à 37 $. C'est un business facile à comprendre. Les ordinateurs personnels ne vont pas disparaître. Peut-être qu'il y a même un nouveau paradigme en date d'aujourd'hui par rapport au travail à distance, à domicile. Donc, il y aura peut-être des dépenses plus élevées dans le futur. Mais je peux clairement voir pourquoi est-ce qu'on a acheté cette entreprise-ci. Vous aurez également pu déterminer qu'il y a une opportunité d'investissement ici. D'accord? Donc, quand on fait une analyse quantitative, ça nous permet de pouvoir déterminer s'il y a une opportunité d'investissement afin de pouvoir approfondir nos recherches sur la compagnie. Ne vous limitez pas juste aux chiffres, allez plus loin. Est-ce que les marges sont durables? Qu'est-ce qui me fait penser que les ordinateurs personnels ne vont pas disparaître du jour au lendemain? Ce genre d'informations-là. Donc, c'est très important. D'ici là, on va se dire une chose. La valeur que je retrouve à cette entreprise-ci est aux alentours des 50,90 $. Donc, si cette entreprise vous intéresse, vous pouvez vous plonger dans les rapports financiers. Et également, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, de toutes les façons, le débat est ouvert dans les commentaires de cette vidéo-ci.
Sinon, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez pas votre avantage, c'est la lecture des rapports financiers. Donc, ne vous limitez pas au narratif de la croissance du dividende. Non, c'est l'arbre qui cache la forêt. Attention. Regardez AT&T aujourd'hui. Qui vous aurait dit que AT&T allait baisser son dividende? Pourtant, c'était visible depuis. Si vous avez lu vos rapports financiers, vous aurez su que l'entreprise, pas qu'elle était en difficulté, mais elle n'avait pas le choix que de séparer, de séparer cette entité-là aujourd'hui, qui représentait même d'ailleurs une opportunité d'investissement. Je n'ai pas dit qu'AT&T ne représente pas une opportunité d'investissement. C'est plus d'ailleurs une entreprise que vous pourrez peut-être prendre la peine d'étudier. Et Discovery également est une bonne opportunité d'investissement parce que les gens pensent que Netflix va tuer tout le monde, Disney va tuer tout le monde. Or, la création de contenu, la taille du contenu, c'est quelque chose de très important. Discovery est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez également une entreprise comme Whirlpool, WHR, c'est le ticker symbole. D'accord? Allez-y, regardez cette entreprise légalement. Elle rachète massivement ses actions. Business facile à comprendre. Vente de réfrigérateurs, machines à laver, sécheuses et matériel de cuisson. C'est facile à comprendre. Donc, allez-y, regardez cette entité-là. Actuellement, le prix est aux alentours de 170 dollars l'action. Et il y a une opportunité, je pense même qu'elle vaut peut-être minimum un truc comme 250 dollars l'action. Donc, allez-y également là, regardez, les prix, les PER sont très bas parce que les gens pensent que c'est une industrie qui va disparaître du jour au lendemain. Je pense que c'est à peu près la même chose que, voilà, que HP, d'accord? Parce que ce n'est pas une industrie de croissance. Pourtant, je pense que chez vous, vous avez un réfrigérateur. Je pense que chez vous, vous avez peut-être une sécheuse. Vous avez peut-être un lave-vaisselle. Donc, ce genre de matériel-là, ça se vend toujours. Dans 10 ans, ça sera toujours là. D'accord? Donc, ne vous limitez pas au narratif de ce qu'on vous dit généralement. Allez-y plus loin que ça. Une fois que vous avez vérifié que les chiffres vous intéressent, allez-y plonger sur le pourquoi du comment et si cela est durable. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, à partir d'aujourd'hui, traitez les dividendes de manière différente. Actuellement, ceux qui aiment le dividende, il y a une opportunité ici, ainsi qu'au niveau de la croissance du dividende. Pour moi, ça ne serait pas étonnant de voir cette entreprise avec des dividendes de 5% dans les 5, 6, 7 prochaines années. D'accord? Donc, faites très attention au narratif sur les dividendes et concentrez-vous sur ce qui a vraiment de l'importance, à savoir le rendement du free cash flow, donc le free cash flow yield. Merci.